morning everyone. Bonjour tout le monde. On va voir si ça fonctionne. Écoutez, comme on a dit que j'étais bon à raconter des histoires, alors je vais vous raconter des histoires. Je suis né un 22 janvier. Sérieusement, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup au réseau Santé de m'inviter ici aujourd'hui. Merci aussi à tous les partenaires, je vais les nommer, le Nexus Santé, Parents Action on Drugs, la Coalition de communautés en santé de l'Ontario. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi de me dans le domaine de la santé, d'autant plus que le domaine de la santé, je suis totalement un néophyte, je ne connais rien dans le domaine de la santé. C'est toujours amusant quand je suis conférencier ou dans le réseau de la santé, alors que je suis un de ceux qui en connaît le moins dans toute la salle. Donc, ma seule expérience dans le domaine vraiment de la santé, c'est que j'étais aide-infirmier quand j'étais étudiant universitaire en droit. Alors, ça ne fait pas de moi un expert dans le domaine de la santé, mais ça fait de moi un fan de tous ces gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, parce que je sais à quel point vous n'êtes pas là pour faire beaucoup d'argent, contrairement à ceux qui sont en droit. Mais vous êtes là parce que vous aimez votre clientèle, vous aimez prendre soin des gens et vous aimez donc prendre soin des populations qui sont les plus vulnérables. Et c'est une passion, c'est pas juste c'est une vocation, c'est un métier qui est absolument essentiel. Et donc, je n'ai que des louanges à faire à tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la santé. Je regarde la salle et il y a majoritairement des femmes qui sont présentes ici aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout intimidant. OK. On m'a demandé de vous parler donc pendant les 3 prochaines heures, sans arrêt. Je crois que je comprends. Ça marche. So the jokes will be delayed for a few seconds. Alors, peut-être une des premières choses que j'aimerais vous parler ce matin, c'est pourquoi, avant que je tombe, juste pourquoi, parce qu'il y a pas mal de monde qui peut peut-être me soigner ici. Mais pourquoi le français? Souvent, c'est quelque chose qu'on entend. Pourquoi le français? Pourquoi le français en Ontario? Puisque à votre connaissance, tous les francophones que vous rencontrez sont souvent bilingues. Alors, pourquoi le français a-t-il de l'importance? Il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais vous en donner 3 principales. Premièrement, l'histoire. L'histoire, en 2015, on va fêter le 400e anniversaire. Le gouvernement de l'Ontario a officiellement choisi l'année 2015 pour fêter le 400e anniversaire de la présence des francophones en Ontario. On se comprenne bien, comparativement aux milliers d'années, une dizaine de milliers d'années que les peuples autochtones sont ici sur cette terre, c'est absolument rien. On va s'entendre très rapidement là-dessus. Mais quand même, au niveau d'histoire, 400 ans, c'est quand même quelque chose qui est important. Cela dit, c'est pas juste sur l'histoire qu'on bâtit une société, mais c'est quand même une fondation solide. Une société qui ne reconnaît pas son histoire, son passé, va avoir des difficultés à avoir des visions quant à son avenir. Donc, l'histoire est une base solide. Une autre chose que je voudrais aborder, c'est la résilience. La résilience des communautés francophones partout au pays, et certainement en Ontario. Pourquoi résilience? Bien, résilience parce que je me suis. À la fin des années 60, il y avait la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme. La commission Laurando-Duncan. Et à cette époque-là, on se demandait, surtout dans la province du Manitoba, par exemple, pourquoi est-ce que l'ukrainien ne devenait pas une langue officielle? Ce serait pas une langue officielle, puisqu'on parlait beaucoup l'ukrainien à l'époque, au Manitoba. Mais on se rend compte que 2 générations plus tard, ces gens-là parlent beaucoup d'abord et avant tout l'anglais. Ça, c'est une question que toutes les études le démontrent. Les nouveaux habitants qui arrivent dans cette terre, après 2 générations, vont parler soit le français au Québec, ou soit l'anglais dans le reste des provinces canadiennes. Donc, cette question de résilience-là, elle est importante. Les communautés francophones vont résister. Et souvent, elles sont habituées à résister seules. Et c'est là qu'on a que des journées comme aujourd'hui sont extrêmement importantes parce que ça fait des ponts qui sont absolument essentiels et ça fait en sorte que la communauté francophone est capable de se sentir appuyée. Que la langue française en Ontario, c'est pas seulement qu'une langue individuelle ou une langue d'une communauté, mais c'est une langue qui appartient à l'ensemble de la société
de l'Ontario. Et ça, c'est fondamentalement important. Cette résilience-là, elle s'est fait valoir. Les communautés francophones sont habituées de se battre seules. On l'a vu dès 1912 avec la création, avec l'abolition de l'enseignement du français dans les écoles de langue française en Ontario, où l'enseignement du français était absolument interdit. On s'est battu, ça a été jusqu'en cour, en fait, la cour de dernière instance à l'époque, c'était le Conseil privé de Londres, et ça n'a pas donné lieu à des... ça n'a pas fait renverser la vapeur. Ça a fallu prendre beaucoup d'années avant que l'enseignement du français soit rétabli dans les écoles. Et même là, il a fallu se battre aussi, jusque dans les années 70, pour avoir l'obtention des écoles secondaires de langue française. Et dans le coin de Pénétagne. Est-ce qu'il y en a qui sont dans le coin de Pénétagne ici? Alors, il y a des gens, donc, l'école Caron, Pénétagne. À London, on s'est battu aussi Sturgeon Falls, Sturgeon Falls. On a fait ça des batailles parce que les francophones sont habitués de se battre pour l'obtention de leurs droits. On se rappelle bien sûr l'hôpital Montfort. L'hôpital Montfort, dont on a célébré, en guillemets, le 15e anniversaire. Cet hôpital-là qu'on avait choisi de couper dans le temps, pour des raisons d'amalgamation ou de fusion avec d'autres milieux hospitaliers. Mais la Cour d'appel est venue dire, attention, si vous enlevez l'hôpital Montfort aux francophones, vous leur enlevez l'espoir. Vous leur enlevez l'espoir parce que ce n'est pas juste une institution où on peut apprendre, où on peut obtenir des services en français. Ce qui est fondamental dans le Montfort, c'est que c'est aussi un endroit d'instruction et de formation où on peut travailler en français. Donc, c'est un lieu où ça donne de l'espoir à la communauté francophone qu'elle va pouvoir obtenir des services en français. Et en plus, c'est un endroit où où on va pas, comme francophone, se poser des questions avant de rentrer. Est-ce que c'est aujourd'hui que je vais demander mon service en français? Parce que ça, c'est une question que les francophones se posent. Cette résilience-là, donc le troisième point, c'est évidemment le pouvoir d'attraction. Alors, pourquoi le français? Parce que c'est une langue qui attire. C'est une langue qui intègre aussi. Vous savez, on a souvent tort de penser que le français, c'est en déclin. Dans le monde entier, il y a 220 millions de locuteurs de langue française. Puis, en 2050, on sera plus de 880 millions de locuteurs de langue française. C'est une langue qui est en explosion, surtout sur le continent africain. 80% des francophones de la planète qui vont. Alors, ce ne serait pas une mauvaise idée que dans un monde de plus en plus petit, de considérer le français comme étant une langue internationale, bien sûr, et c'est une langue d'attraction parce que beaucoup de nouveaux habitants qui arrivent ici en Ontario et qui parlent deux langues, qui sont déjà bilingues, mais ils parlent l'arabe et le français, le roumain et le français, le créole et le français. Ils sont bilingues, mais ils arrivent en Ontario et ils pensent que l'Ontario est une province qui fait partie du Canada, donc que c'est bilingue. Ils arrivent ici, ils ont besoin donc de services. Bien certainement qu'ils ont besoin d'apprendre l'anglais le plus rapidement possible pour se donner les meilleures chances, pour donner les meilleures chances à la famille également, ceux qui veulent des bons emplois. Mais en attendant, il faut les aider. Souvent, ils ont besoin d'aide évidemment en matière de services de santé, en matière de services sociaux et communautaires, les aider à bâtir un CV, à bâtir une recherche d'emploi à la canadienne, à se trouver un logement, parfois aussi et souvent, malheureusement, à trouver refuge dans des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Il faut donc offrir des services aussi à leur famille, à leurs enfants. Ces gens-là se sentent francophones, ils arrivent en Ontario, et je suis heureux de dire que l'Ontario a une définition inclusive de francophone. C'est la première du genre au Canada. Et ça fait suite à ma toute première recommandation que j'avais faite quand j'ai été nommé commissaire. J'en suis d'ailleurs très, très fier de cette recommandation-là. Et le gouvernement, donc, a sagement répondu oui à ma recommandation. Et donc, cette définition inclusive, ça fait en sorte qu'il y a des gens de partout au pays qui arrivent ici, partout au monde, pardon, qui arrivent ici en Ontario et qui sont définis s'ils parlent le français à la maison, mais s'ils parlent une autre langue que le français, mais qui parlent le français, ils connaissent le français, ils le parlent à la maison, mais à ce moment-là, ils sont considérés comme des francophones. Si bien sûr, ils parlent également l'anglais à la maison, bien une fois sur deux, statistiquement parlant, ils seront considérés comme des francophones et l'autre fois comme des anglophones. Mais c'est intéressant parce que la définition traditionnelle fédérale fait en sorte qu'ils sont considérés en ce moment comme des allophones. Donc, ce n'est pas très inclusif. En Ontario, on a une définition inclusive de francophonie.
Et ça prend en considération aussi tous ces gens qui viennent, qui sont issus des couples exogames. Vous savez, un parent qui est anglophone, l'autre parent qui est francophone. Il y en a beaucoup de ça en Ontario. 83% des familles francophones dans le centre-sud-ouest de l'Ontario sont des couples exogames. Quand on demande aux enfants de s'identifier, eux autres, ils s'identifient spontanément en disant « mais je suis bilingue ». On leur établit, non, le bilinguisme c'est une caractéristique personnelle. Et ils disent « non, je suis bilingue. Ça, c'est mon identité ». Et chercher à leur enlever cette identité-là, c'est chercher à leur enlever une part importante de leur héritage. Donc, il faut prendre conscience de cette nouvelle réalité-là, les accueillir dans la communauté francophone et, bien sûr, leur offrir des services en français. Donc, au niveau de DIF, ça, c'est extrêmement important. Souvent, un autre mythe, c'est que les francophones sont bilingues. Ça, j'en ai parlé tantôt. Mais est-ce que c'est vrai que tous ces francophones-là sont bilingues? Et même s'ils le sont, qu'est-ce qui peut arriver? Je vais vous donner des exemples bien concrets. Quelqu'un qui est dans le domaine de la santé, un cas qu'on avait reçu. Moi, en passant, je suis commissaire au service en français de la province de l'Ontario. Je peux juste vous dire en aparté que je suis de loin le meilleur commissaire au service en français que la province n'a jamais eu. Ça donne aussi que je suis le premier, le seul. Et ça, c'est un aparté. Le poste a été créé en 2007 et mon travail, c'est un peu l'équivalent du travail du commissaire fédéral Grant Fraser, le commissaire aux langues officielles fédéral. Il y a une loi sur les services en français qui existe depuis 1986 en Ontario et moi, je travaille à avoir l'application de la loi sur les services en français qui concerne les organismes gouvernementaux provinciaux. Alors, quand on parle de personnes bilingues, je regarde un peu ma montre, je veux juste m'assurer que, excusez-moi, c'est moi je parle, c'est moi-même. Quand on parle de population, que les francophones sont bilingues, je me souviens d'avoir reçu une plainte où une dame, une veuve de 68 ans, s'est fait demander d'être accompagnée de son fils pour aller chez le médecin, où son fils faisait l'interprétation simultanée. Et elle a appris, lors d'une visite régulière chez le médecin, qu'elle avait des maladies transmises sexuellement. On va s'entendre rapidement que ce n'est pas nécessairement approprié. Ou encore un autre cas d'une mère qui se plaint chez nous parce que son fils de 4 ans était dans un hôpital et il était dans la salle de réveil après une chirurgie. Et sa mère, bien sûr, était à côté. Et l'enfant s'est réveillé et il s'est mis à dire des choses incohérentes et il s'est mis donc à s'agiter parce qu'il disait des choses incohérentes et donc ils l'ont rendormi. Mais l'enfant, tout ce qu'il demandait, c'était à voir sa mère en français. Puis ils ont rendormi l'enfant. Ça peut avoir des impacts médicaux assez importants, cette histoire-là. Des histoires comme ça, on en a malheureusement beaucoup. Puis il y en a beaucoup qui ne vont pas se plaindre, parce que justement, ce sont des populations qui sont dans une situation vulnérable. Et ça, je vais en parler dans une seconde. Quand on parle, je veux juste parler un peu encore de ce mythe-là que tous les francophones sont bilingues. Quand on parle des aînés, donc, j'en ai parlé. On parle des jeunes enfants, bien sûr. On parle des gens qui ont des troubles de santé mentale. Ça aussi, il y en a. Et il y en a dans toutes les sphères de la société. Il y en a aussi chez les francophones. Puis, donc, d'offrir de bons diagnostics dans ce temps-là est capital, est absolument essentiel. Alors, de le faire dans une autre langue, c'est autre chose. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y en a peut-être qui l'ont déjà entendu, puis je m'excuse pour vous. Il y a 2 ans et demi de ça, ma conjointe et moi, on a décidé de faire le processus d'adoption en Ontario. Et il fallait passer par la Société d'aide à l'enfance de Toronto. Et ceux qui sont familiers un peu avec le système, il y a 2 choses grandes choses à faire. Il faut d'abord suivre un cours de formation, puis après ça, passer une évaluation psychosociale. On s'est assis sur notre demande pendant un bon 6 mois parce qu'on se demandait, est-ce qu'on va demander notre service en français? On y a droit. Mais la question n'était pas de savoir si on y a droit, c'est si on allait le faire. Pourquoi? Mais parce qu'on avait peur, et ça, c'est pas ma conjointe qui est psychologue de formation. Oui, elle a eu un peu de gros avec moi.
C'était pas de savoir si elle allait, qui est parfaitement trilingue, en fait, elle parle l'anglais, le français et l'espagnol. C'était pas tant elle qui hésitait, c'était moi qui hésitais. Pourquoi j'hésitais? Parce que c'est pas évident que j'avais peur que notre dossier de famille soit mis en dessous d'une pile parce qu'on allait déranger le système. On allait faire quelque chose qui est inhabituel. On allait juste comme déranger l'ordre habituel de comment la société d'aide à l'enfance de Toronto fonctionne. Et ça, c'était sans compter sur le professionnalisme des gens. Est-ce qu'il y en a ici des gens de la société d'aide à l'enfance? Je suis un fan. Pourquoi? Parce que vous m'avez tout donné, ce qui est important dans la vie. Absolument tout. On a adopté, finalement, une petite fille. Et on a demandé le service en français. Oui, pourquoi? Parce que c'était, la vraie raison, c'est parce que ma conjointe avait peur que, puisque une évaluation psychosociale a été faite, que je passe pas le test si c'était fait. Je vais me donner tous les outils pour que je puisse passer. D'ailleurs, une anecdote amusante là-dessus, c'est quand on a, ça c'est une vraie histoire, c'est quand j'ai eu la dernière évaluation, parce qu'ils ont pris de quelqu'un de kinship, kinship, faut bien que ça me semble français pour chercher le mot en français. So, kinship. Kinship. Alors, ils ont pris quelqu'un, donc, oui, parenté, oui, c'est bon, pour venir s'occuper de notre dossier. Et donc, on a eu notre service en français. Et au cours, on a suivi nos cours en anglais, on a reçu tous les matériaux, tous les documents de préparation en français, parce que ce n'était pas des sous additionnels, parce qu'ils ont demandé aux gens de Prosper Russell d'Ottawa d'envoyer leur matériel, c'était le même matériel, et donc on a eu accès à ce matériel-là sans problème. Puis on pensait qu'il y a du stock intéressant, on ne pensait pas en envoyer des choses là-dessus. Et lors de l'évaluation, la dernière évaluation, ça c'est ma petite histoire, mon évaluateur me dit, écoute, ça va bien vos affaires, ta conjointe est vraiment excellente, elle est formidable, elle est comme parfaite pour ce rôle-là. Oui. Oui. So we passed, on a juste passé. Alors voilà. C'est l'important. Cela dit, moi j'ai hésité et je suis un avocat spécialiste en droit linguistique, un des 30 meilleurs au pays, bon, 20 meilleurs. Et moi, je suis commissaire au service en français. Alors, une jeune fille de 14 ans qui a des problèmes de dépendance et qui vient d'avoir un enfant ne va pas savoir qu'il y a une loi sur les services en français. Elle ne va pas demander des services en français. C'est impossible. Impossible. Elle ne va pas savoir qu'il y a un commissaire au service en français pour chercher un restreint pour un temps semblable. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ces gens-là. Quand dans mon dernier rapport annuel, je parle des populations vulnérables, j'ai recommandé au gouvernement provincial de se doter d'un plan d'action pour aller rejoindre les populations précarisées. Tous ces gens-là qui ne vont pas se plaindre, qui ignorent. J'ai très peu de plaintes concernant le ministère des Services sociaux et communautaires. Est-ce que c'est parce que tout va bien? C'est impossible. J'ai très peu de plaintes concernant le ministère de l'Enfance et à la Jeunesse. Est-ce que c'est parce que tout va vraiment si bien que ça? Ça se peut pas. Mon travail, c'est d'être sceptique. Et vraiment, après 5-6 ans, on se rend compte qu'on reçoit beaucoup de plaintes et que pour se plaindre chez nous, c'est du monde qui sont déjà au courant de leur droit et qui vont faire valoir leur point et qui n'ont pas été contents d'une situation. Des cas, je vais donner un exemple encore, c'est encore des cas qui sont vraiment arrivés. Un père qui nous appelle, puis qui est obligé de voir son enfant de 2 ans à travers un centre de visite supervisée. Et à ce moment-là, il nous appelle pour nous dire, nous demander un peu tout déboussolé, que est-ce que c'est correct
que le centre de visite supervisée lui a fait signer un contrat comme quoi il s'engageait à parler en anglais à son enfant, pour que le centre de visite supervisée puisse comprendre l'interaction entre l'enfant et le père. Il me demandait si c'était correct, si c'était légal. Bien, une fois qu'on va décoller du plafond avec une spatule, c'est clair que ça, c'est devenu un cas très urgent chez nous à régler. Non, c'est pas correct. Non, c'est pas légal. Mais c'est pas juste pas légal, c'est que c'est pas la bonne chose à faire dans l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, je peux pas, moi, papa maintenant il a 3 ans, notre fille, puis je peux pas imaginer la mettre dans une situation où elle ne pourrait pas comprendre l'interaction entre moi et elle. Déjà, tu n'es pas chanceuse de m'avoir un père. Si, en plus, elle ne peut pas me comprendre, ça pose un autre défi majeur. Je ne suis pas du tout dans une situation de vulnérabilité, là, mais comme pas du tout. Alors, ces gens-là, il faut aller les chercher. Il faut leur rappeler à quel point demander des services en français, c'est important pour eux. Puis hier, j'assistais à une autre conférence, quelqu'un parlait de l'importance de la demande active. Donc, les francophones demandent activement le service en français. Je suis totalement d'accord. Mais quand on parle de population vulnérable, ça ne marchera pas, ça. Vous savez, c'est... bon, là, je vais pas me tromper. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire arrêter sur l'autoroute pour un excès de vitesse? Soyez honnêtes. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Sauf que je peux imaginer que quand on voit les gyrophares en arrière, qu'on fait juste 104 km/h sur la 401, la 417, la 403, peu importe la 11, dans la 11, ça serait trop élevé. Alors, admettons qu'on fait donc 104 km sur l'autoroute, on voit les gyrophares arriver en arrière, puis le cœur palpite. Oh, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Puis comme, oh, ouais, c'est pour moi. Tu te colles, là, l'officier en arrive à côté, puis t'es nerveux. T'es nerveux, pourtant t'as pas fait grand-chose, là. T'as été à 4-5 km au-dessus de la limite de vitesse permise. C'est pas un acte criminel. Alors, mais t'es nerveux quand même. Tu sors tes papiers, tout ça, t'es nerveux, ton cœur est nerveux. Ça, on n'est pas en situation de vulnérabilité, mais pourtant on est quand même nerveux par rapport à l'autorité. Puis en passant, si vous êtes francophone, vous demandez votre service en français parce que vous êtes dans une région désignée, puis vous savez que l'officier a un devoir de vous donner votre service en français. Vous savez très bien, entre vous et moi, que vous n'aurez pas un avertissement. Vous allez avoir un ticket. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je l'ai pas vu. Il ne parlait pas en français. Oh. Wow! Oui, bon, wow. C'est ça. Elle n'a pas aimé ça. Mais elle n'a pas eu son service en français non plus. Vous viendrez voir après. Cela dit, le point, c'est qu'on n'est pas dans une grande situation de vulnérabilité, pourtant on est quand même nerveux. Imaginez quand on s'en va face au domaine de la santé, on est déjà dans un autre état d'esprit. On sort de l'hôpital, on est une personne âgée, on sort de l'hôpital après un court séjour, et là on a une liste de prescriptions à prendre, on a 4-5 médicaments à prendre, puis on sait qu'un thérapeute va venir nous voir à tous les 3 jours à la maison, puis on est juste comme content de sortir de l'hôpital, puis en même temps très nerveux de se retrouver tout seul. On arrive à la maison, puis on a moins compris, on n'a pas bien compris comment prendre nos médicaments. Et là, on les prend à l'envers, parce que tout est écrit en anglais aussi. Et là, on prend celle qu'il fallait prendre avec la nourriture, on la prend plutôt aux 8 heures, alors que ci, alors que ça. Et il faut retourner dans le système de santé pour redemander d'autres explications. Ou pire encore, avoir un nouveau traitement parce que justement, ça a entraîné des complications médicales. Souvent, on me demande, oui, mais on n'a pas les argents pour offrir des services en français. La question n'est pas là, c'est a-t-on l'argent, des ressources pour ne pas offrir un service en français dès la première interaction? C'est là que ça compte. Parce que si on n'offre pas le bon service en français, on n'offrira peut-être pas le bon diagnostic au niveau de la santé mentale, la personne ne va peut-être pas bien comprendre les prescriptions qu'elle doit suivre, et cette personne-là va revenir dans le système de santé.
Et là, ça coûte plus cher. Parce qu'il faut retourner dans le système de santé, et donc ça double les coûts, ça triple les coûts. Et c'est là que ça coûte des sous. Il faut donc sauver, parce que vous savez tous très bien, vous, que dans le domaine de la santé, que la langue est un déterminant de la santé, déterminant un déterminant de la santé. Alors, que la langue est un déterminant de la santé, c'est un facteur qui, donc, si c'est le cas, ce l'est pour toutes les langues, mais ce l'est aussi pour le français. Et pour la communauté francophone, il faut reconvaincre les francophones de demander leur service en français. Ça, c'est fondamental parce que il faut réhabituer le francophone que c'est correct de demander leur service en français. C'est OK. Vous savez, tous les francophones qui sont dans la salle ont tous et toutes reçu déjà, se sont déjà fait dire au moins une fois dans leur vie, au minimum, « Sorry, I don't speak French ». Je m'excuse, je ne parle pas français. Ça, c'est déjà arrivé, c'est une certitude. Il y a plusieurs façons de se le faire dire. Le sorry, I don't speak French. Il y a le sorry, I don't speak French, but you get someone to be right away with you in a few moments. Ça, c'est vrai correct. Puis il y a aussi l'autre fois où, par exemple, je fais la file derrière un comptoir où c'est marqué English français. Alors, je fais la file derrière ce comptoir-là, j'arrive au bout du comptoir, c'est mon tour. Et je dis bonjour. Et la personne derrière I don't speak French. Là, je pointe la fiche, comme j'ai fait la file ici, pas là-bas, mais ici. Et je pointe la fiche, et la personne regarde la fiche, il fait ça. Probablement la deuxième personne en Ontario à faire ça. Mais ça, c'est complètement l'antithèse de l'offre active. C'est à l'opposé, ça envoie le message aux francophones qui n'est pas bienvenu, qui n'est pas respecté, puis que sa langue, il y a peut-être un statut spécial, si on veut, en Ontario, mais que ce n'est pas vraiment une langue qui est acceptée par la population. Et donc, que ça va décourager le francophone de redemander son service en français. Il ne le fera pas. Puis s'il ne le fait pas, c'est là qu'il y a un danger, parce que ça se peut qu'il ne le redemande pas quand c'est vraiment important. On ne parle pas nécessairement juste de l'excès de vitesse, mais il peut y avoir aussi des raisons fondamentalement majeures pour cet excès de vitesse-là. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, ça c'est à l'officier, puis c'est ultimement au tribunal de décider. Le point n'est pas là. Je me souviens très bien quand on m'a appelé pour un de mes frères m'avait téléphoné pour me dire que mon père avait eu un accident, un arrêt cardiaque. J'ai roulé vers Montréal. Et j'étais à Ottawa à ce moment-là. Je ne me souviens pas encore à ce jour comment je me suis rendu. J'ai aucun souvenir, c'est juste que je me suis rendu. C'était trop tard, il était parti. Mais le point n'est pas là. Si j'avais été arrêté pour un excès de vitesse, je ne pense pas que j'ai fait l'excès de vitesse. Mais si j'aurais été arrêté, je ne sais pas quel aurait été. Je n'ai pas de souvenir vraiment de cette balade-là. Tout ce que je me souviens, c'est que j'étais dans un autre état d'esprit, puis je roulais, puis je pensais à mon père, sans musique, sans rien. Le point est, on ne sait pas, on ne connaît pas la vulnérabilité des gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vivent. Et dans le domaine de la santé, c'est encore plus vrai. On ne veut pas déranger. C'est drôle, hein? On va passer des heures auprès de notre mécanicien dans un garage pour qu'il nous montre exactement quel pneu puis quelle valve qui a changé, puis tout ça, puis on pose des questions très précises, etc. Mais quand ça concerne notre propre tuyauterie interne, notre propre système de santé, là, on est figé. On est face à quelqu'un qui porte un cerveau blanc et on est donc par rapport à quelqu'un qui est en autorité, puis on est dans un autre état d'esprit, on pose moins de questions, puis on se pose des questions, on est rendu à la maison. Mais qu'est-ce qui m'a dit exactement? Qu'est-ce que j'ai compris quand je suis sorti de là? Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Puis qu'est-ce que je dois faire pour prendre soin de moi? L'importance de l'offre active auprès des populations vulnérables est donc un facteur absolument crucial. Il faut qu'on adapte nos services en fonction de la population précarisée. Il ne faut pas juste, si vous avez un seul message à retenir, ça serait le suivant. N'offrez pas des services en français seulement parce que vous êtes obligé de le faire. Faites-le parce que c'est la bonne chose à faire. It's because it's the right thing to do. Parce que c'est la bonne chose à faire pour votre population qui est déjà vulnérable. Et donc, il faut que vous trouviez des façons que votre organisme peut contourner les défis administratifs. Parce que j'en suis conscient, il y a beaucoup de défis administratifs auxquels vous êtes confrontés.
vous avez très peu de ressources pour faire le travail qu'on vous demande de faire. Ça, c'est certain. Mais si on me demande de choisir entre, par exemple, une réception qui va être bilingue, puis un service qui va être offert à quelqu'un de l'aide directe, et que ça va être offert dans les deux langues, par exemple à la Société d'aide à l'enfance de Toronto, quand on y est allé, soit dit en passant, il y a des banderoles comme ça avec bienvenue dans toutes les langues du monde. Toutes les langues du monde, sauf le français. Toutes. Anglais, punjabi, italien, toute la langue. Mais pas le français. Comme vraiment. Mais, bon, je n'ai pas choisi d'en faire une enquête sur ça, parce que j'étais un petit peu en pauvre. Cela dit que la réception soit bilingue, c'est pas correct. Mais on a eu le service qui comptait, nous. C'est là que ça comptait vraiment, parce que ça fait une différence pour nous. Puis ça, c'est important. De mettre, si on a à choisir entre les ressources. Je sais qu'il y a bien des francophones qui vont dire, comme si tu penses que je suis fini, toi je vais me déplacer un petit peu. Parce que c'est pas correct. Donc, comme ça, es-tu en train de dire que les services sont moins importants que d'autres? Bien, c'est pas personne, mais il faut penser en termes de qu'est-ce qui va avoir un impact sur votre population. C'est pas juste l'expression, aidez-moi encore, du lip service. L'expression d'avoir un service de façade. C'est d'avoir un vrai service qui va être offert à des gens, puis ce service-là va faire une différence dans leur vie. Donc, il faut que vous mettiez souvent on a le cliché de penser en termes de « we put our clientele first ». Oui, vraiment. Ben là, il faut vraiment se demander si c'est pas juste un cliché, puis si effectivement on met notre clientèle en premier. Si on met notre clientèle en premier, on va mettre donc de côté nos contraintes administratives et on va travailler, parce que ça, c'est justement l'objectif de forum comme ça, c'est de travailler ensemble, en partenariat, pour aller découvrir quelles sont les forces de tel organisme, quelles sont les forces de tel autre organisme, pour essayer de faire des maillages, des partenariats, pour s'assurer qu'on prenne en charge le client qui en a besoin. Puis ça, c'est fondamentalement important, que vous parliez, que vous concertiez vos ressources ensemble, que vous laissez faire les tracasseries administratives. Je vous dis, commencez à bâtir des partenariats, juste pas simplement en termes de pensée, en termes de pensée magique au niveau administratif. Mettez des gens qui offrent des vrais services ensemble, mettez-les dans une salle, et eux vont trouver des façons de régler la situation de votre client en français. Et de leur famille aussi. Puis quand eux vont trouver cette solution-là, le côté administratif va suivre par la suite. Donc, il faut mettre, d'abord, pas penser en termes administratifs tout de suite, mais penser en termes de clientèle, mettre des gens qui travaillent sur le terrain ensemble, qui trouvent des solutions. On peut dire que doit l'arrêter. Donc, de créer des partenariats qui vont être efficaces pour la population francophone. Planifier à l'avance, bien sûr, c'est pas juste, et je termine là-dessus, planifier à l'avance, vous savez, les services en français, c'est pas seulement de s'assurer qu'on ait une traduction, c'est s'assurer qu'on ait. La traduction, pour moi, c'est évident que ça doit être fait. Si, par exemple, au niveau gouvernemental, on a une politique de recyclage de pneus usagés, bien, que la politique soit en anglais et en français sur le site Internet, puis dans le document référent, ça va être bien correct. Je ne pense pas qu'on ait des pneus usagés différents parce qu'on est francophone. Par contre, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des affaires, dans le domaine d'un paquet d'affaires, services sociaux, aide à l'enfance et à la jeunesse, affaires civiques et immigration, on doit avoir des politiques, des services qui sont modulés en fonction de notre clientèle. Et une de notre clientèle cible, c'est les francophones. Donc, on doit moduler nos services, s'assurer qu'on les offre aussi à notre clientèle cible. Et ça, c'est repris dans une directive sur les communications en français, qui est maintenant une directive obligatoire pour les organismes qui œuvrent dans les organismes gouvernementaux. Mais vous pourriez prendre acte de cette directive sur les communications en français du gouvernement de l'Ontario pour vous en inspirer. Cette directive-là, elle est issue d'une sonnée en 2009. Il y a eu l'épisode de la crise H1N1 où tous les foyers de l'Ontario, on avait reçu un dépliant unilingue anglais pour la prévention contre la grippe
HLM. J'ai reçu un tas de plaintes, évidemment, puis mon aide dessus. Donc, j'ai sorti un communiqué de presse à l'époque pour dire que c'était une bonne nouvelle, parce que ça voulait dire que les francophones étaient immunisés contre la grippe H1N1. Bien sûr, le gouvernement m'a trouvé très drôle. Et le premier ministre, à l'époque, s'est excusé. Quand le premier ministre s'excuse publiquement, ça crée des résultats. Et donc, on a maintenant une directive obligatoire pour tous les ministères et les organismes gouvernementaux qui fait en sorte que ce genre de choses-là n'arrive pas. Pourquoi? Bien parce qu'à l'époque, on disait, oui, mais on n'avait pas une liste de francophones. Une liste de francophones? Pas une liste de francophones. C'est une liste de francophones, j'ai vraiment peur de mon gouvernement. Vraiment peur. Et on n'a pas non plus, parce que la note ne nous a pas donné des bons plans postaux. Des bons plans postaux, c'est sérieux. On va commencer à vérifier les adresses de tout le monde. Pourquoi est-ce que vous sortez ça? Et donc, c'était. Puis on va dire aussi qu'il y a des régions où il y a plus de francophones. On va dire, on va renvoyer un dépliant bilingue, mais dans certaines régions seulement. Dans l'Est, puis dans le Nord. Mais il y a d'autres régions, comme le Nord-Est, qu'on va oublier le Nord-Est. Le Nord-Ouest, pardon, on va oublier le Nord-Ouest. On va oublier le Sud-Ouest. Mais pourquoi vous faites ça? Bien, parce que c'est là qu'il y a le plus de francophones. OK. Vous allez donc refaire le débat sur les régions désignées bilingues. Vous, comme bureaucrate. Bravo. Formidable. Après 400 ans de consensus, de compromis, etc., vous allez décider qu'il y a des régions qui sont plus importantes que d'autres régions. Ça ne marche pas comme ça. Il y a en Ontario des régions qui sont désignées bilingues. Il y en a 25 dans la totalité de la province de l'Ontario. Mais il y a aussi des francophones qui sont partout dans la province. Et quand c'est une communication qui s'adresse à tout le monde dans la province, elle doit s'adresser, bien sûr, en anglais et en français. Le concept de l'offrative, j'en ai déjà parlé. Et donc, je vous laisse sur le message suivant, que j'ai déjà fait, je le répète encore une fois. N'offrez pas des services en français parce que vous êtes obligé de le faire, offrez-les parce que c'est la bonne chose à faire. Si vous ne voulez pas le faire, faites-le parce que vous êtes obligé. Et donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions ou des commentaires. In either language. French and English. Unfortunately, Moi, je peux poser une question si personne ne se lance. Si vous aviez un conseil à donner aux organismes anglophones qui débutent dans leur volonté de faire des services en français, ça devrait être quoi la première étape, la première chose qu'elle devrait avoir en tête pour démarrer? C'est d'identifier votre clientèle cible et de se demander est-ce que j'ai une clientèle cible qui est francophone, puis rapidement vous allez découvrir que vous en avez une. En tout cas, je ne connais pas évidemment tous les organismes, mais souvent vous allez vous rendre compte que oui, effectivement, on a des clients qui sont francophones et que quand on leur demande Do you want to speak French? Ils se sentent comme si ils disent non, c'est it's okay, we can switch in English. It's fine. Mais c'est parce que posez-vous la question pourquoi ils disent ça. C'est parce que vraiment, ils préfèrent un service en anglais, ce qui arrive, soit dit en passant. Ça arrive, moi comme avocat, je me souviens que j'interagissais avec des clients. Les clients disaient on fait un transfert d'hypothèque, tout ça, et on présente des documents finaux à signer, puis là, c'est en français ça? Oui, on se parle en français. J'ai présumé que vous voulez votre hypothèque en français. Non, je veux qu'il soit légal, je veux que ce soit un bon document légal, puis là, c'est ma maison. Oui, bien, je t'assure, c'est parfaitement légal. Tout est conforme à la loi, le respect va respecter cet ordre. Non, je tiens mordicus que c'est ma maison, c'est mon hypothèque. Je veux que ça soit, je ne veux pas avoir de problème. Faites-le en anglais. Les francophones ne sont pas habitués à demander des services en français parce qu'ils sont souvent fait dire que le service en français, ça voulait dire déranger. Ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent certainement pas déranger quelqu'un qui est en situation d'autorité pour leur offrir un bon service. Ils veulent d'abord être soignés. Ils ne veulent pas faire de politique, ils ne veulent pas faire de débat. Vous savez, là, des fois, on veut juste aller acheter notre timbre à poste, notre pain de lait, puis sacrer notre camp. Aller chercher sans en faire une esclave, sans faire de tapage. C'est la même chose dans le domaine de la santé.
Mais des fois, ça va être plus pertinent d'offrir un service en français. Souvent, je rencontre dans des classes et de 12e, 11e, puis je demande à quelqu'un de 2 personnes de venir en avant et de mimer qu'un est infirmier, infirmière, ou médecin, peu importe, et que l'autre est patient, et d'expliquer donc qu'il a de dire en anglais et en français ensuite, de dire qu'il a un malaise au cœur. Puis quand on le dit de façon littérale en français, puis après ça on traduit en anglais de façon littérale, de la manière dont la personne va traiter le diagnostic est bien différent. De dire I've got a heart problem, c'est bien différent que de dire j'ai mal au cœur. Et tout de suite, ça entraîne ça c'est banal, je fais ça avec les étudiants. Puis souvent, les gens vont me dire a liver is a liver, ça ne change rien, soyez francophone. Premièrement, moi je peux vous dire que comme francophone et comme avocat, je peux vous dire que mon foie est en bien mauvaise posture par rapport à l'autre. Mais faire ça va. Si on va dans le nord-est, dans le coin de Timmins, bien, ça fume plus qu'ailleurs, par exemple. Puis, bien, il faut faire un peu plus de prévention, il faut faire un peu plus de promotion à ce moment-là, parce qu'il va falloir avoir des traitements qui vont être différents, qui vont être modulés en fonction de la clientèle. Donc, c'est de se poser la question qui est notre clientèle cible et comment est-ce qu'on peut mieux offrir des services à cette clientèle. Si vous avez d'autres questions, je vous promets de ne pas prendre autant de temps. Bonjour. Moi, je travaille dans un organisme qui a des services en toxicomanie pour les jeunes francophones. Le premier pour les filles dans l'Ontario, le second pour les garçons. Présentement, je suis à faire la promotion pour mon service, puis naturellement, je fais la promotion dans toutes les régions de l'Ontario, puis j'accroche mes collègues anglophones pour leur dire écoutez, maintenant, on a un service de traitement en toxicomanie pour les ados en français pour les jeunes. Et puis, en appelant les organismes anglophones, souvent, je m'excuse les collègues anglophones, mais je me fais dire sorry, on ne parle pas en français. Puis là, je lui demande qu'est-ce que vous faites avec vos francophones? Puis souvent, on va me répondre c'est pas grave, ils parlent en anglais. Donc, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qu'on fait avec comment on fait pour embarquer les gens? Puis surtout, les organismes qui s'affichent bilingues. Puis qui nous disent bien, en passant, le secrétaire, la seule personne qui parle en français, ou la personne n'est pas ici aujourd'hui parce qu'on a un francophone, puis elle travaille juste 3 jours par semaine. C'est pas sa journée, ou elle a pris congé. Le prix congé, il est parti à sa salle de bain, peu importe, tout ça. Ça, c'est effectivement un problème majeur parce que quand il y a plusieurs points dans votre question. Le premier, c'était celui que les francophones se disent corrects d'être bilingues, de parler en anglais. Mais quand on parle de clientèle vulnérable, on parle de jeunes qui ne veulent pas déranger, puis qui ne veulent pas déranger l'autorité, surtout s'ils ont des problèmes en toxicomanie. Je ne peux pas imaginer que ces gens-là vont dire non, sais-tu quoi? J'aimerais ça avoir mon service en français parce que je pense que l'évaluation psychosociale que vous allez faire de mon cas va vraiment être plus pertinente si vous la faites en français. Parce que je sens que ça va m'aider dans mon moi intérieur et que je vais donc prospérer davantage. C'est impossible. Puis si vous ne le faites pas, je vais me plaindre au commissaire au service en français. It does not compute. C'est absolument impossible. Il faut aller les chercher. Il faut aller les convaincre. Des fois, ça va être correct d'offrir un service en anglais parce que c'est ce qu'ils veulent vraiment. Mais il faut prendre des moyens de les sentir à l'aise de pouvoir le faire. Tandis qu'il y a l'autre côté de votre question, c'est les organismes comme tels qui, surtout ceux qui se disent bilingues, mais qui n'offrent pas vraiment de services bilingues, qui ont une réception. Ça, c'est des organismes qui vont justement penser en fonction de respecter la lettre de la loi sur les services en français, mais pas nécessairement respecter son esprit. C'est une différence majeure entre respecter la lettre de la loi et respecter son esprit. Puis c'est ça qu'il faut qu'on travaille fort. C'est pas juste d'offrir un service de façade pour respecter la loi et qu'on n'aura pas de problème.
c'est d'offrir de bons services à la population comme telle. Ça, c'est fondamental. C'est donc de travailler avec ces gens-là, d'avoir des journées comme aujourd'hui, tenter de leur faire comprendre que c'est pas une question parce que les francophones chialent, c'est parce qu'ils ont des besoins. C'est pas juste non plus de retourner au Québec. Il y en a d'autres qui, ça fait plusieurs générations, 4-5 générations qui habitent ici. Il y a plusieurs francophones qui viennent directement de Suisse, de France, de l'Égypte, d'Haïti, de Roumanie, du Mali, d'Algérie, mon Dieu, des pays. Puis là, aujourd'hui, avec un francophone, OK, 611 000 francophones dans l'ensemble de la province de l'Ontario. Dans la région du centre-sud-ouest, seulement 201 000 francophones. Un francophone sur deux à Toronto n'est pas né au pays. Un francophone sur deux n'est pas né au pays. C'est beaucoup de monde, ça. Alors, la définition inclusive, elle est importante pour ça, mais il faut aussi offrir des services à ces gens-là qui arrivent et qui sont littéralement démunis. Imaginez, on ne peut pas imaginer aller habiter dans un autre pays. Souvent, ils viennent ici, pas nécessairement par choix, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas d'option. Ils devaient quitter. Ils arrivent ici, et ils ont besoin de services, ils ont besoin d'aide. Puis, il faut donc les aider à aller dans cet objectif-là. Je travaille dans un centre de santé communautaire à Nord, puis on est un centre bilingue. Quand vous parlez d'offres actives, est-ce que vous êtes en moyen de rendre disponible et accessible tous les services de traduction? Alors, quand on veut faire une offre active, si on veut faire offrir toute la publicité, tous les documents, toutes les choses en bilingue, c'est souvent un petit défi à procurer de la traduction qui est bonne, des fois c'est plus une faute, qui est gratuite. C'est un vrai défi, puis je pense que c'est ça qui empêche, des fois pour nous autres, des fois ça nous empêche de faire ça, de faire l'offre active. Donc, est-ce que c'est possible que pour les centres de santé, pour les services de santé, que ça soit accessible, disponible gratuitement? Ça encouragerait peut-être les autres à Malheureusement, je n'ai pas de baguette magique pour répondre à cette question-là. C'est une très bonne question. Évidemment, mon commissariat, on n'a pas les budgets pour ça, avec mon bureau de 100 personnes. Ah non, c'est en Irak, on est 6 personnes. Donc, nous, on n'a pas ces budgets-là, mais ça serait de discuter avec les fournisseurs de santé, les terroristes notamment, et donc de faire voir l'importance d'offrir des services de santé en français, y compris d'offrir la traduction, et aussi de vous parler entre organismes. Combien de fois on envoie le même document à la traduction alors qu'il est disponible dans la région d'à côté, puis qu'on a juste à moduler ou adapter ces documents-là. Costa Russell, par exemple, ont une tonne de documents en français qui seraient absolument pertinents pour bien des régions. Puis, ils pourraient offrir leurs services. Ça serait aussi de créer des réseaux d'experts. J'en avais recommandé justement au niveau des sociétés d'aide à l'enfance qu'il y ait des réseaux d'experts qui se parlent ensemble de créer un réseautage. Ici, un spécialiste qui est à Bologne, qui est bilingue, qui est réellement bilingue et qui peut offrir des services très précis d'aide. Cette personne-là pourrait faire du mentorat, du coaching, et peut-être même se déplacer pour aller dans d'autres régions, à Sudbury ou ailleurs, pour offrir le même service à la clientèle. C'est de penser cliché total, là, je sais, je m'excuse de le dire, mais penser en dehors d'avoir, puis donc penser en termes de l'intérêt de votre clientèle, puis d'aller chercher, parce qu'il y en a des ressources. À 611 000 personnes, plus 1,4 million de francophiles dans la province de l'Ontario, je peux vous assurer qu'il y a des ressources. Est-ce que vous travaillez tous ensemble pour faire des maillages, puis créer ces partenariats qui sont si essentiels? Je ne suis pas certain. C'est là qu'il faut mettre les côtés administratifs, les questions administratives de côté pour passer à votre clientèle. Et vous avez les réponses. C'est vous qui les avez les réponses. Parce que c'est vous qui êtes spécialistes sur le terrain. Vous connaissez d'autres organismes qui offrent des services aussi. Alors, comment travailler ensemble avec ces gens-là? Puis convaincre ORS, puis si ça ne marche pas, vous faites une plainte au commissariat. Un grand merci, François. C'était vraiment très intéressant. Et je pense que tout le monde a beaucoup appris aujourd'hui sur les services français et surtout sur le pourquoi. Et je pense que c'est très important de se rappeler et de vous rappeler à tous que si on fait que c'est la vente pour les patients, pour les clients, pour les personnes vulnérables et parce que c'est la même. Un grand merci.